et demain. Hier, il y a eu une surprise. Lille est allé gagner à Valenciennes sur le score de 3-0 et je vous propose de découvrir immédiatement les résultats des matchs de ce soir. Bon, selon un processus que vous connaissez bien maintenant, il n'y a pas de résultat pour Tours, Bordeaux et Nantes-Bastia parce que vous allez en voir de larges extraits dans cette émission. Je vous rappelais le résultat de Lille à Valenciennes surprenant, 3-0. Et ce soir, Monaco, chez lui, bat Strasbourg sur le score de 3-1. Lens et Lyon sont à match nul, 2 buts partout. C'est une bonne opération pour Lyon qui prend donc un point à l'extérieur. Mais c'est le Paris Saint-Germain, pas de but, 0-0. Nous verrons quelques images de ce match au cours de cette émission. Enfin, Laval bat Angers sur le score de 2-0. Dans ce numéro 114 de Téléfoot 1, nous verrons aussi les échos recueillis par Alain Join. Nous vivrons un des tout premiers matchs de l'équipe de France, en tout cas qui était bon sur le plan du film, c'était un Français de 1935. Et puis pour commencer, nous allons nous pencher sur le tirage au sort des quarts de finale des Coupes d'Europe qui a eu lieu vendredi à midi à Genève. Alors, en ce qui concerne les deux clubs français, Saint-Étienne et Sochaux, il y avait eu des déclarations préliminaires d'un responsable, bien entendu, et René Hauss, par exemple, le directeur sportif de Sochaux, avait dit « surtout pas Ipswich Town », mais les Grasshoppers, ça nous irait très bien. Eh bien, son vœu a été exaucé, puisqu'il n'a pas tiré Ipswich. Il a eu des Grasshoppers, comme il le désirait, mais c'est Saint-Étienne qui hérite des Britanniques d'Ipswich qui font un peu office de terreur dans cette coupe. Ils sont premiers de leur championnat et ils ont une carrière d'internationaux. En tout cas, nous avions délégué sur place Didier Roustan, qui a recueilli à chaud les impressions des responsables des clubs qui étaient là, et puis qui va nous faire découvrir maintenant les deux adversaires qui, dans 1 mois et 5 jours, vont rencontrer les Français. Vendredi 30 janvier, midi moins 1, il y a foule dans la salle de conférence de l'Hôtel du Rhône à Genève et aux premières loges, 2 visages que vous connaissez bien. Commençons par le match de quart de finale de la Coupe UEFA. Tirage au sort dirigé par M. Schmidlin, membre du comité exécutif de l'UEFA et responsable de cette compétition. À vous. La recette d'un bon tirage est simple, mettre le tout dans une coupe et mélanger doucement. Vous allez le constater, pas la peine d'être un fin cordon bleu pour réussir. Monsieur Schmidblick, quand vous voulez. Grasshopper Club. Grasshoppers Club, eh oui, messieurs, ça serait plutôt intéressant. FC Sochaux. FC Sochaux, René Hauss, béni, monsieur Schmidblick. René Hauss, Grasshoppers Zurich, ça pouvait être pire. Oui, indiscutablement. Je ne peux pas pouvoir dire que ce sont des deux clubs que tout le monde désirait rencontrer. Finalement, ça se passe entre nous. Il est bien évident que nous aurions pu tomber sur plus difficile. Je pense néanmoins au FC Cologne ou à Ipswich, ou Saint-Étienne, ou le Standard de Liège. Mais il ne faut quand même pas mésestimer le Grasshoppers, parce que c'est une équipe qui a une très grande expérience européenne. Bien sûr, une très grosse expérience, même avec 14 participations en Coupe d'Europe, 3 en Coupe des Champions et 10 en UEFA. Le meilleur résultat, bien entendu, une place en demi-finale, c'était contre Bastia en 78. En allemand, Grasshopper, cela veut dire sauterelle. Premier match à Zurich, donc, et plus précisément au stade du Hartum, avec ses tribunes très proches de la pelouse. Ce stade, qui peut accueillir 30 000 personnes, nous rappelle l'Angleterre. Le style de jeu des Grasshoppers, en revanche, se rapproche du football allemand et pour cause. Johansen, ici sur vos images, qui dirigeait l'équipe en 78, est allemand. Son successeur, Sunderman, est allemand. Et comme l'originalité est le point fort des dirigeants zurichois, le nouvel entraîneur, Timo Konietzka, est allemand. Beaucoup de changements dans cette équipe par rapport à 78. On retiendra plus particulièrement le départ du stopper Francis Montandon. L'attaquant Rudi Elsener joue maintenant chez le voisin, c'est-à-dire le FC Zurich. Raimundo Ponte, lui, a quitté la Suisse pour Nottingham Forest. Mais selon Peter Pasmandi et Umberto Barberis, que nous avons rencontrés récemment, ces 3 joueurs ont été bien remplacés. De plus, Sochaux retrouvera sur sa route le buteur, Claudio Sulzer.
et l'excellent gardien de but, international à maintes reprises en équipe suisse, Berbic. Oh, ne prenons surtout pas à la légère les bleus et blancs de Tino Konieska qui ont tout de même éliminé les équipes confirmées telles que Porto et ici Torino. Petit détail, il serait préférable de ne pas en venir au pénalty car voyez-vous, les Suisses les tirent très bien et Berbic en arrête un de temps en temps. Grasshopper, Sochaux, finalement, tout le monde est content. J'espérais qu'il était Sochaux parce que nous avons déjà joué une fois contre Ipswich et Ipswich c'est très fort. Cologne, vous savez vous-même qu'il est aussi. Et j'espère qu'on peut jouer contre Sochaux, mais il est possible que notre chance est petite. Mais le tirage continue, on vient de sortir Cologne. Attention, surtout pas Saint-Étienne. Le Standard de Liège, on respire. Mais il reste tout de même deux gros à 7,67 et Ipswich pour un petit Lokeren. AS Saint-Étienne. Ah, nous y voilà. Saint-Étienne. Ipswich Town. Eh oui, dur pour les Verts, mais curieusement, Pierre Garonner n'en voudra pas trop à monsieur Schmidt. Pierre Garonner, Ipswich Town, ça pouvait être mieux quand même comme tirage. Écoutez, nous avions le pressentiment, Robert Urbain et moi-même, que nous allions tomber contre les Anglais. Et je pense que nous sommes comblés. À ce stade de la compétition, je pense que toutes les équipes qui sont présentes sont des équipes de grande valeur. Alors finalement, à tout prendre, il vaut mieux tomber contre les leaders anglais. Ça donnera une motivation supplémentaire à nos joueurs. Oui, et de la motivation, il en faudra beaucoup, car les Bleus d'Ipswich, ici sur la gauche, n'ont jamais été aussi forts qu'à l'heure actuelle. Leader du championnat d'Angleterre, qualifié en huitième de finale de la Cup, c'est-à-dire la Coupe d'Angleterre, Ipswich a même failli battre Liverpool à Anfield Road. Ce sont d'ailleurs des extraits de cette rencontre que vous suivez actuellement. Contre Saint-Étienne, Ipswich pourra compter sur un excellent milieu de terrain. Dans ce compartiment de jeu, on trouve en effet deux internationaux écossais, Wark et Brazil, et puis deux internationaux néerlandais cette fois, Arnold Muren, le petit frère de Gary, l'ancien joueur de la grande équipe d'Ajax, et Thyssen, ici avec le numéro 4, qui trompe Clemens. Il faut savoir également que la défense de l'équipe entraînée par Bobby Robson est pour l'instant la plus efficace du championnat d'Angleterre. À l'exception du gardien de but Cooper, tous les joueurs ont porté plus ou moins le maillot d'une équipe nationale. Celui d'Angleterre pour Mills, Butcher et Osman, et celui d'Écosse pour l'arrière droit Burley. Finalement, ce n'est peut-être pas par hasard que les super attaquants de Liverpool n'ont pu tromper Paul Cooper que sur penalty. À l'extérieur, l'attaque n'a pas vraiment fait forte impression en Coupe d'Europe. Un but marqué en 3 matchs, c'est plutôt faible, vous en conviendrez. À domicile, en revanche, ça fait mal. 5 contre Salonique, 3 devant Prague, et puis encore 5 face à Lodz. Le milieu de terrain, Wark, est le meilleur buteur de l'équipe. Il a marqué ici un but à la suite d'une tête de Mariner. Ici, on joue avec deux attaquants, Gates, le 10, et Mariner, le 9. À Portman Road, Ipswich ne fait pas de détails, mais M. Campbell, qui a entendu parler d'un certain 5-0, ne préfère pas prendre de risques. Wait and see. Vous savez, nous participons depuis longtemps en Coupe d'Europe et nous avons appris à respecter nos adversaires car à ce stade de la compétition, il n'y a pas d'équipe faible. C'est la première fois en 7 ans de Coupe d'Europe que nous rencontrons une équipe française. Nous en sommes ravis. Cela devrait donner lieu à de très bons matchs. Oh, terrific! Finalement, tout le monde était satisfait du tirage, sauf peut-être les dirigeants du Standard et de Lokeren. Nous voici ce tirage. Regardez, nous avons 2 clubs qualifiés. Les Belges ont 2 clubs, il y a 4 matchs et il n'y a aucune confrontation franco-belge. Avouez que le hasard fait bien les choses. Coupe des champions, curieux. Pour chaque match, le sort a opposé un club occidental à un club de l'Est. Et les 4 équipes occidentales ont déjà remporté l'épreuve. Coupe des vainqueurs de coupe, confrontation Est-Ouest là aussi, sauf le match Fortuna Düsseldorf-Benfica, c'est-à-dire Allemagne contre Portugal, et ce serait un peu le match vedette, tant est qu'il y a un match vedette dans ce tirage au sort. Venons-en au championnat de France,
Je vous ai dit qu'il y avait eu un match hier entre Valenciennes et Lille, et c'est Valenciennes qui a été battu sur son terrain. Nous allons voir des images, donc les buts. Nous allons voir un match qui a eu lieu aujourd'hui à 16 h entre Metz et le Paris Saint-Germain, mais là il n'y a pas eu de but. Et puis un match de deuxième division, mais un match curieux. Ça s'est passé entre Reims et Thionville, et il y a eu 11 buts dans cette rencontre, c'est-à-dire que Reims a gagné sur le score de 6-5. C'est original. C'est un reportage de FR3. Voici maintenant. 8 000 spectateurs pour ce derby qui, il n'y a pas si longtemps encore, attirait 15 000 spectateurs. L'unique but de la première mi-temps, amené par Olarevic, un centre, Crimo reprend, repousse, mais dans les pieds de Planck. 1-0, et pourtant Valenciennes devait dominer bien souvent. Témoin cette action, ce coup franc de Bernardet, la tête de Gillot que Bergerot détourne en corner. Et sur des contres, Lille va marquer 2 fois. Sur cette action avec Delemer qui remplaçait Cabral, qui sert Metsu, l'ancien Valenciennois, qui déborde aux prises avec Bernardet et qui va relayer avec son capitaine Simon, qui met dans le vent, centre du pied gauche, Crimo plus vite que Kourichi au fond des filets. Et de la même manière, dans un instant, Crimo va marquer le 3e et dernier but de la partie. Suivons bien, Domer donne sur la gauche, encore à Olarevic. Regardez Crimo qui s'en va. Olarevic ne va pas plus soulever que tout à l'heure son ballon. Et Crimo, plus rapide encore, de la pointe du pied, marque le 3e et dernier but pour Lille. « 90 minutes de jeu devant 9566 spectateurs, 90 minutes de domination insolente du FC Metz pour un score nul de 0-0. Match des occasions manquées très certainement pour les Messins. Mais face à un Baratelli très en verve, que faire sous tous les angles? Le gardien du PSG, du Paris Saint-Germain, était imbattable, multipliant les arrêts réflexes comme vous pourrez le voir. Une nouvelle fois, Baratelli à la parade. Dès la seconde mi-temps, la physionomie du match n'allait guère changer. Le FC Metz tentera le forcing. On le sentait venir, ce but tant attendu qui libérait joueurs et spectateurs. 55e minute, cafouillage devant la cage parisienne. Le voilà ce but refusé pour faute sur Baratelli, qui a manqué, là aussi difficile de le dire. Sur ce d'honneur des Parisiens, Boubacar va hériter d'un ballon qu'il va loger au fond des filets de Desrousseaux. Hors-jeu flagrant, le but est bien entendu refusé. 0-0, les Messins n'ont pu concrétiser malgré de très belles combinaisons, des lacunes à combler bien sûr avant la prochaine rencontre contre Valenciennes. Le calvaire de la défense thionvilloise et surtout de son gardien Angelo commence dès la 6e minute sur cette action de Charbonnier qui, de 25 mètres, ouvre le score. 10 minutes plus tard, Gianetta s'échappe sur l'aile gauche, d'Angelo ne peut que repousser son centre-tir dans les pieds de Jamel qui double la mise. 3 minutes après ce second but, de la droite cette fois, Jamel rend la politesse à Gianetta qui place un joli coup de tête dans le but lorrain. Les choses ne font que commencer. 2 pénaltys accordés par M. Wurtz vont permettre aux Rémois de porter la marque à 5-0 alors que l'on joue depuis une demi-heure seulement. Le public n'en croit pas ses yeux et Thionville non plus. Chez les Lorrains, seuls Zali tente de sortir de ce naufrage collectif et un quart d'heure avant la pause, un de ses tirs est dévié par un défenseur rémois dans ses propres buts. L'honneur est sauf à la mi-temps pour les Lorrains. Cette avalanche de buts continue dès la reprise, mais à l'avantage de Thionville cette fois, et Pérignon ramène le score à 5-2 dès 20 mètres. Peu après, Reims manque un 3e pénalty, mais les Lorrains, eux, lobent Vélub, beaucoup trop avancé, à la 74e minute. 6 minutes après, un 4e but plonge le stade de l'Aune dans l'inquiétude. En peu de temps, Thionville est presque revenu à la marque, 5-4. Mais Gianetta rassure tout le monde peu avant la fin du match par ce but quelque peu discutable tout de même. Tout n'est pas pour autant terminé et dans la minute qui suit, Nîmes pour Thionville marque une dernière fois, laissant le score final de ce match complètement fou à 6-5 en faveur des Rémois. En tout cas, ce sont les spectateurs de Reims qui ont été choyés. 11 buts dans un match, ça ne se voit pas souvent, ni en première, ni en deuxième, ni en troisième division, et même dans les autres divisions. Nous allons voir maintenant les résultats, quoique pas tout à fait complets, de ces deux poules, en commençant par le groupe A, pour voir que Béziers
a battu Grenoble sur le score de 1-0, que Guignon est tenu en échec chez lui par Corbeil sur le score de 0-0. Bon résultat là pour l'équipe de Corbeil. Angoulême bat Marseille 2-0. Il me manque le résultat de Montluçon-Libourne pour l'instant, mais il ne serait tardé. Je crois que je l'ai là, il arrive. Merci. Alors Montluçon bat Libourne sur le score de 2-0. Caen bat Rouen sur le score de 2-1. Neulémine 3, Orléans 0. Le Havre, vainqueur chez lui de Guingamp 1-0. Rennes bat Châteauroux sur le même score. Montmorillon 3 buts, Abdil 1 but. Dunkerque et Quimper en match nul, c'est Quimper qui va chercher un point à Dunkerque. Enfin, Blois réalise le plus beau score de la journée, 4-1 contre Limoges. Nous verrons tout à l'heure les classements de ces groupes. Ce soir à Nantes, Éric Pécou faisait sa rentrée après une longue absence. C'est un des avant-centres français qui peut prétendre avoir sa place en équipe de France. Et Alain Jouin s'est penché un peu sur cette rentrée d'Éric Pécou que nous allons retrouver dans les Échos. Dans les Échos où Alain Jouin a fait aussi un tour de France pour voir un peu le prix des places. Vous savez qu'actuellement, on en parle beaucoup. Voici donc les Échos de Téléfoot par Alain Jouin. Dimanche dernier à Gerland contre Lyon, grand retour d'Éric Pécou en championnat. En deuxième période, le Nantais a enfin retrouvé sa place au sein de la ligne d'attaque de Jean Vincent après 5 mois d'absence. 5 longs mois marqués par une série de blessures qui l'ont ballotté de médecin en médecin. Mais maintenant, tout est oublié. C'est un Éric Pécou lucide et déterminé qu'a rencontré pour nous Paul Gauthier sur le plateau de FR3 Nantes. Est-ce que pour vous, ça a été vraiment la période de doute? Est-ce que vous avez pensé à un moment que jamais de votre vie vous ne rejouerez au football? Non, ça je peux pas dire ça. J'ai jamais été aussi pessimiste. Je veux dire que j'étais évidemment malheureux que ça dure. 5 mois, c'est quand même très long. Mais de là à penser de m'arrêter de jouer au football, non, jamais. Vous avez repris la compétition. Une question justement en rapport avec cette compétition. Pourquoi, d'après vous, l'avant-centre français est-il devancé chaque année par des avant-centres étrangers? Pour ma part, l'explication est simple. Pour moi, c'est simple. Je veux dire qu'on donne souvent la préférence aux étrangers parce qu'on va les chercher pour commencer et qu'au départ, ils ont une valeur internationale, si on veut. Et qu'au niveau des Français, je veux dire on fait jouer des jeunes Français à l'âge de 19, 20, 21 ans et on leur demande de prouver tout de suite, chose qui n'est pas vraie. Je veux dire que si un jeune avant-centre joue pendant 1 an et qu'il n'arrive pas à marquer 15 buts, on commence à dire que ce n'est pas un vrai avant-centre et on le change de poste. Et on va chercher un étranger qui, lui, a déjà prouvé depuis de nombreuses années. Donc on devrait insister un peu et laisser faire les jeunes quelques années de rang. Mais il y a la rentabilité du club qui veut que ce n'est pas toujours possible. Vous croyez que c'est la principale raison? Je crois, oui, parce qu'il n'y a pas de raison qu'il n'y ait pas de bons avant-centres en France. Il y a de bons milieux de terrain, il y a de bons défenseurs, il y a des bons joueurs à tous les postes, et il y en a moins au niveau des avant-centres. Alors vous reprenez la compétition, vous allez reprendre votre poste d'avant-centre. Vous êtes peut-être en concurrence avec Algermec, bien que lui peut jouer aussi bien ailier droit qu'ailier gauche. Au départ, même quand il est arrivé d'Allemagne, donc c'était plutôt un ailier. Donc non, je ne suis pas directement en concurrence avec lui, mais la concurrence elle existe toujours. Il y a Barancelli qui était avant-centre avant que j'arrive. Pendant ces 5 mois, il a très bien tenu le poste. Il y a Picot qui peut jouer aussi à ce poste-là, donc la concurrence existe toujours. Ça vous stimule parce que l'an dernier, les petits problèmes avec Victor Trosserran n'étaient pas tellement stimulants là. Le problème était différent parce que ils avaient fait venir Trosserran pour le faire jouer. Moi j'estimais que je n'étais qu'un avant-centre et lui aussi. Donc on était 2 au même poste et donc à chaque fois, il fallait qu'il y en ait un qui soit lésé sur les 2. Donc ça me paraissait pas très normal. Alors la réflexion qui a été produite dans les journaux, à savoir qu'on a prêté l'attention au club d'aller chercher un avant-centre à l'étranger, ça vous a stimulé ça aussi pour vraiment vous imposer? Je sais pas, je veux dire que j'arrive à un âge, sans être très vieux, ça me touche beaucoup moins. Les premières années, chaque année, je regardais le journal et on annonçait tel avant-centre ou tel avant-centre international. Alors là, j'étais vraiment peiné, je me disais, j'ai pas fait ce qu'il fallait, alors que j'en avais l'impression, si on veut. Et ça m'embêtait énormément et je ne sais pas si ça me motivait ou quoi. Et depuis quand même j'ai dû faire des progrès, puisqu'ils m'ont gardé à l'insu d'autres avant-centres. Donc ce genre de déclaration... ça ne me touche plus tellement.
Scène insolite dimanche dernier au cours d'un match au Portugal. L'arbitre annule la partie, les poteaux de but n'étaient pas à hauteur réglementaire. Intrigué par le peu d'efforts qu'il devait déployer pour atteindre la barre transversale de sa cage, l'un des gardiens demande alors au directeur de jeu de prendre des mesures. Et l'homme en noir de s'exécuter et mettre en main de se rendre compte qu'effectivement, l'un des buts ne faisait que 2,30 m de hauteur et l'autre 2,28 m au lieu des 2,44 m prévus par le règlement. Pas étonnant qu'avec ces poteaux fantaisistes, il y ait des coups de pied au but qui se perdent. Au moment où l'on parle d'augmenter la capacité de certains stades en France, la Fédération française vient de communiquer quelques chiffres révélateurs. Pour les 229 matchs joués avant la trêve de Noël, le nombre de spectateurs a atteint 2 410 714. L'an dernier, pour la même période, il était de 2 663 222, ce qui représente une baisse de 252 508 spectateurs. Les motifs invoqués pour expliquer cette désaffection du public sont multiples: le calendrier ou le choix du jour des rencontres dans la semaine, la mauvaise qualité du spectacle donné par les équipes, la prolifération des matchs qui conduit à la saturation, la dégradation du jeu, l'inconfort de certains stades et surtout, le tarif des places souvent jugé trop élevé. À titre indicatif, voici la fourchette de prix en vigueur au mois de décembre dernier pour des matchs ordinaires, à l'exclusion des matchs de gala. Par exemple, à Nantes, le prix des places oscille de 8,50 francs à 38 francs, à Saint-Étienne de 6,50 francs à 52 francs, à Bordeaux de 22 francs à 98 francs, etc. Dans cette tarification que nous a fournie le groupement ne sont inclus ni les droits de location, ni la taxe Mazo, la taxe additionnelle olympique si vous préférez, qui n'intervient qu'au-delà de 25 francs. Bon, puis on trouve d'autres raisons de temps à autre. Par exemple, récemment, dans les colonnes de Nice Matin, notre confrère, le président de Nice, Roger Lelier, a incriminé Téléfoot en disant que Téléfoot 1 et la télévision en général lui faisaient perdre des spectateurs. Alors j'ai eu la curiosité de me pencher sur le nombre de spectateurs du dernier match de Nice, mais en dimanche. Alors là, il n'y a pas de Téléfoot 1. Nice-Laval, il y a eu 4 320 spectateurs. Ça se passe de commentaires. Nantes, le premier au classement, recevait ce soir à Marcel Sopin, c'est-à-dire là où il est quasiment invincible, recevait Bastia, qui lui a un énorme besoin de points. Mais dans le passé, les matchs Nantes-Bastia ont toujours été d'une bonne qualité, en tout cas d'une bonne intensité. Alors nous avions délégué sur place les caméras dirigées par Daniel Thierry, et puis maintenant Michel Denisot va nous faire un compte rendu de cette rencontre donc entre Nantes, le leader, et Bastia. Eric Pécou était effectivement là. C'était la première fois donc qu'il était titulaire dans l'équipe de Nantes depuis 5 mois pour ce match opposant le leader Nantes, champion de France, à l'équipe de Bastia, actuellement 15e au classement et à 4 points seulement des derniers Nîmes et Laval. Eric Pécou que voici, premier échange un peu vif avec Desvignes. Jean-Louis Caz passe en retrait pour Charles Orlanducci qui jouait ce soir libéraux car il y avait un grand absent dans l'équipe corse, Félix Lacuesta, ce qui avait amené Antoine Rodin à remodeler complètement sa formation. Oscar Muller, Eric Pécou à Gerbeck et Pierrick Aillard qui porte un nom bien breton, qui est bien breton puisqu'il est né à Rennes, qui intervient pour la première fois. Solide gardien qui a fait de très bonnes choses dans cette équipe de Bastia, qui a connu de grandes heures et puis qui connaît maintenant des passages un peu plus difficiles avec cette équipe corse qui connaît une saison mouvementée. Une petite faute de Fiard, à noter que l'arbitre n'était pas M. Bourgeois comme indiqué dans la presse, mais M. Viguet. Patrice Rio pour Henri Michel. Henri Michel sur la droite pour Bruno Baronchelli, qui jouait donc au poste d'ailier droit. Aux prises avec Marchionni, le ballon passe, Rampillon, pied gauche, tir de Rampillon. Premier tir, aurait-on tenté de dire dangereux, mais le ballon, vous l'avez vu comme moi, est tout de même passé à côté. À nouveau Baronchelli sur la droite, débordement, centre, et le ballon est mis en corner. Et le public sent que le match est bien lancé. Corner tiré par Agerbeck, récupéré par Oscar Muller, Illy, Maxime Bossis, un crochet, 2 crochets et faute sur Bossis à environ 25 mètres.
des buts de Bastia. Il y a 2, ou même voire 3 très bons tireurs de coups francs dans cette équipe de Nantes. Enzo Trocero, Oscar Muller, puis aussi Henri Michel qu'on a vu au début de cette séquence donner le ballon. Et c'est finalement Enzo Trocero qui tire du gauche. Ballon qui passe au travers du mur corse, mais contrôlé en 2 temps, sans trop de difficultés tout de même, par Pierrick Yard. Rio, les Nantais qui dominent, mais le score est toujours de 0-0. Des Nantais bien soutenus par le public du stade Marcel Sopin, environ 13 000 spectateurs ce soir. L'an passé, Nantes l'avait emporté contre Bastia par un tout petit but d'écart. Et Yard avait été très sollicité, comme la plupart des gardiens des équipes qui viennent jouer à Nantes. Il avait fait un très grand match et c'est José Touré qui avait marqué le but nantais. Il était le joker de cette équipe de Nantes. Il ne joue pas ce soir car il est blessé, tout comme Loïc Amis et Bertrand Demanne. Fiard pour les Bastiais, sur la gauche pour Ili. Et là c'est Henri, le numéro 11, qui se permet de crocheter Maxime Bossis, qui passe, qui centre du pied gauche, et c'est le but marqué par Bastia, par Simei Ili. 1 but à 0, le match est commencé depuis 11 minutes 30. Regardez au ralenti ce très beau crochet de Henri, un peu à la façon de Altobelli, et le centre impeccable, Ili qui est tout seul sur la ligne de 6 mètres, et c'est un peu la stupeur dans le stade. Le match est commencé depuis 12 minutes donc, et Bastia mène à Nantes, alors que Bastia n'a pas ramené un point en déplacement depuis le mois de septembre dernier, c'était à Bordeaux. Réaction nantaise bien entendu, avec un corner qui va être tiré soit par Baron Kelly, soit par Rampillon, les deux gauchers nantais, et c'est finalement Rampillon qui va chercher une tête, peut-être Pécou. Dégagement Orlanducci. Rampillon. Centre d'Oscar Muller et tête d'Éric Pécou. Qui a fait son entrée ce soir comme titulaire, signe l'égalisation d'une très belle tête sur ce centre d'Oscar Muller. 13e minute de jeu, 2 minutes après le but d'Ili, égalisation d'Éric Pécou. Acclamé, cela doit lui faire chaud au cœur, ainsi qu'à tous ceux qui l'apprécient dans le football français. Oscar Muller. Les pendules sont remises à l'heure, si je puis dire. Cette égalisation était méritée. Agerbeck, centre d'Agerbeck, Oscar Muller, tire contré. Et c'est un nouveau corner en faveur des Nantais. Match très vivant, très disputé. Yard pour Papy. Martialis, crochet de Martialis. Ballon récupéré par Papy, remise immédiate d'Henri, superbe, et Ili a une nouvelle occasion, tire du gauche, et bonne sortie de Dominique Leclerc, le remplaçant de Jean-Paul Bertrand Demanne. Irréprochable, à noter que Bertrand Demanne fera son entrée demain en 3e division avec l'équipe de Nantes, avec Loïc Amis contre l'équipe de Malakoff en 3e division. Coup franc tiré par Orlanducci. Dégagement d'Henri Michel. À toi, à moi. À nouveau Orlanducci. Tête de Rio. Nous allons retrouver le ballon. Le voici avec Papy. Martialis dans les 18 mètres. Et Patrice Rio est obligé de mettre en corner. Corner tiré par Henri avec son pied gauche magique. Et c'est une tête d'Henri Michel qui échoue sur la transversale. Début de Nantes. Ralenti, Henri Michel a soulevé le ballon qui aurait été pris certainement par Claude Papy qui était juste derrière lui. Regardez, hop. Et hop.
Et c'est la mi-temps sur le score d'un but partout. Score tout de même assez surprenant. Les Nantais étant largement favoris de ce match. Maxime Bossis, Oscar Muller, Henri Michel, comment s'y prendre? Patrice Rio, feinte de Rio, mais, ballon perdu. Intervention d'Orlanducci, Martialis, ballon récupéré par Rio pour Baroncelli. Baroncelli s'engouffre dans les 18 mètres, tir du pied droit, tir contré. Un tir qui se transforme en lobe, et c'est le deuxième but de Nantes, le 9e but de Bruno Baroncelli, qui est le meilleur buteur de cette équipe nantaise, amorti de la poitrine de Baroncelli, donc sur cette passe de Rio. Et but du pied droit, un tir contré, semble-t-il, par Devine. 2-1. La deuxième mi-temps n'est commencée que depuis 8 minutes. Exploit technique de Rampillon. Remise pour Pécou. Tir du pied gauche de Pécou, du bout du pied. Et à nouveau une belle sortie de Yard. Henri Michel. Thierry Tussaud. Tussaud à nouveau. Sur son pied gauche. Il a vu Pécou. Et encore un tir du gauche de Pécou. Et encore un arrêt de Yard. 19e minute en deuxième mi-temps. Patrice Rio. Petit accrochage entre Agerbeck et Marchioni. Agerbeck. Oscar Muller. Bruno Baroncelli. Patrice Rio, qui tente sa chance de 30 mètres environ. Très bonne frappe de balle. Ballon qui a été détourné par le gardien de Bastia, Jean-Louis Caz. Desvignes, Fiard, sur la droite pour Caz, centre de Caz, bonne sortie de Leclerc, et la grosse faute d'Oscar Muller. L'arbitre, M. Biguet, a attendu un petit peu avant de siffler pour voir s'il pouvait laisser jouer la règle de l'avantage. Coup franc tiré par Papy très vite, renvoyé une première fois par Leclerc, suivi par Henri, et c'est Rio qui sort sur la ligne. Les Corses ont une occasion d'égaliser. Les Nantais sont toujours en danger, le match n'est pas fini. Nous sommes maintenant à la 40e minute. Bruno Baroncelli, aux prises avec Orlanducci. Baroncelli trouve Pécou qui cherche son extérieur du pied gauche. C'est très audacieux, c'était très difficile. Un coup que réussissait parfois, si vous vous en souvenez, le Yougoslave Josip Skoblar. Et nous en arrivons à la 45e minute. Nous jouons maintenant les arrêts de jeu. Et Nantes mène, je vous le rappelle, par 2-1. Et c'est Bastia qui est à l'attaque. Desvignes. Fiard et faute d'Henri Michel sur Fiard à 20 mètres. Le match est terminé. Alors reste ce coup franc à 20 mètres. La dernière chance de Bastia de ramener un point de Nantes, ce qui serait un très très bel exploit. En tout cas, une équipe corse qui a bien joué jusque-là et qui a, à l'ultime seconde, l'occasion d'égaliser. C'est Papy qui va tirer. Raté. Et l'arbitre siffle à la fin. Victoire donc de Nantes par 2-1. Vous vous souvenez qu'en début de saison, Tours, qui est un nouveau promu, a été la révélation pendant longtemps. Tours, ce soir, recevait Bordeaux. Bordeaux, c'est plutôt une confirmation. C'est vrai que l'équipe dirigeante, et vous avez vu sans doute la présentation par Georges Dominique dans le dernier téléfoot, l'équipe dirigeante avait consenti des efforts, et les joueurs sur le terrain semblent justifier ces efforts, puisque Bordeaux est troisième à l'affût derrière les deux leaders Nantes et Saint-Étienne. Alors ce soir, c'était donc entre Tours
qui ne gagne pratiquement plus chez lui, et Bordeaux qui affiche ses prétentions, sûrement un match très serré. Alors nous avions sur place Lucien Gavinet, avec ses caméras bien entendu, et puis Jean Rénal, qui était allé donc sur la pelouse du Stade du Cher pour voir le match et puis recueillir des impressions. Le Stade du Cher, c'était tout à l'heure. Ça devrait venir, ça va venir, les clameurs sont déjà là, et l'image ne va pas tarder. Ne devrait pas tarder. Toujours être prudent en télévision. Voilà, nous avons le bruitage, c'est déjà pas mal. Non, là il s'est arrêté théoriquement, je pense qu'on doit remonter la bande, il y a dû avoir un faux départ. La bande du magnétoscope, c'est un match, je vous le rappelle, qui a été monté là-bas, sur place, c'est-à-dire dans le quart, dans des conditions parfois difficiles, alors il peut arriver ainsi de petits ennuis qui sont tout à fait passagers et vite réparés en général. Nous n'avons jamais eu de gros accros, c'est-à-dire des accros graves qui nous priveraient carrément des images de match. Alors là, je pense que maintenant, dans quelques instants, on va avoir un nouveau départ, à nouveau les clameurs, une mire, c'est toujours réconfortant, l'image est là, et voilà, c'est parti. Eh bien voilà, Pierre Cajoli, cette fois-ci vous avez le son et l'image. Donc Bordeaux qui joue en maillot blanc est opposé à Tours, et Tours, dès le début de la rencontre, attaque. Tours qui effectivement n'a pas gagné sur son terrain depuis 5 mois. Et là vous voyez Ferrigno qui est à l'attaque à l'aile gauche de cette équipe de Tours. Et alors que moi mes images sautent un petit peu, et c'est finalement Delachée qui réussit à dégager après donc cette reprise de Ferrigno. Alors que Basso, vous avez vu tout seul, avait un peu cherché son pied droit. La contre-attaque des Bordelais, où il y avait environ 13 spectateurs, ne va pas tarder. Les Bordelais qui, vous le rappelle, le joueur maillot blanc, avec Marius Trésor, qui est à son poste de libéraux. Vous savez que Marius Trésor fait sa rentrée, enfin il a déjà joué un match, après une longue absence. Alors là, c'est un coup franc maintenant qui va être tiré, comme presque toujours dans les rangs de Bordeaux par Giresse. Et sur la droite, pour Macré Solaire, numéro 14, alors que voici précisément Marius Trésor, une des rares fois où il a attaqué, car les Bordelais jouaient assez prudemment, alors que j'espère vous avez une image, en courage n'en est plus. Voilà, sur cette contre-attaque, il y a eu un centre de Solaire et une tête de Lacombe, et là je vous fais un peu le récit des Terranel, car voilà, précisément, c'était une tête de Lacombe qui est très bien arrêtée par Ducé, et c'était Solaire qui avait centré. Maintenant, c'est à nouveau tour de Bordeaux, tour d'attaquer, alors que je n'ai plus d'image du tout. Je ne sais pas si vous dire. Voilà, l'image revient maintenant. Décidément, c'est un match un peu à surprise, et en transmission à surprise. Et vous allez voir comment Marius Trésor sauve vraiment in extremis sur la ligne, alors que Delachée était sorti après une action de Ferrigno. Et c'est toujours les Tourangeaux, bien sûr, qui attaquent, les Tourangeaux qui attaquent sur l'aile gauche là-bas, par le numéro 10 Augustin, mais le tir était à côté. Une attaque maintenant des Bordelais. On cherche toujours un petit relais, en cas c'était Solaire. Voici Gemrich qui est fauché. Gemrich qui est fauché par Meigneux. C'est un coup franc. Voilà, une faute donc de Meigneux qui jouait avant à Bordeaux, à noter, et qui maintenant joue dans cette équipe de tour sur Gemrich. Le coup franc va être tiré soit par Gemrich, soit par Giresse. Gemrich, d'habitude, les tire en forme, mais comme là, il s'agit d'un coup franc mal placé, comme on dit en rugby, mais aussi en football. Donc c'est un centre que va sans doute faire Giresse, alors que M. Ben Ali, l'arbitre, lui fait signe de se reculer. Voilà, et le tête de Lance-Mélène qui passe à côté, mais vous avez pu remarquer que Ducé était bien placé. Et maintenant, c'est à nouveau au tour des Tourangeaux d'attaquer. Voilà, une talonnade pour Lance-Mélène, souvent pris sur les gauches Lance-Mélène. Un tir à côté de Ferrigno. Et nous approchons de la fin de la première période avec Bordeaux qui est à l'attaque. Vous avez reconnu la chevelure blanche de Touvenel. Les Bordelais, bien organisés, notamment au milieu de terrain. Vous avez vu que Giresse tentait un 1-2 et finalement il a fallu une intervention in extremis de Besnard devant Giresse pour détourner cette balle en corner. Et à la mi-temps, alors qu'on approche de la fin de la mi-temps, c'est Gemrich qui tire ce coup franc, ce corner, on lui redonne la balle. Gemrich qui a un tir très puissant, il tire, mais à côté, vous avez constaté que les buts de Ducé n'étaient pas en danger, si bien qu'à la mi-temps, la marque était nulle, 0-0. Voilà, nous sommes tout de suite en deuxième période avec Tours qui est à droite maintenant, qui attaque à nouveau par De Séville.
Le numéro 7 qui a été très brillant à l'aile droite. Longue balle, la défense bordelaise se dégage. Pas pour longtemps puisque c'est Augustin, le numéro 10, qui se saisit à nouveau de la balle. Vous voyez comment Lacombe, mais oui, l'avancement est très replié puisque c'était lui qui était là, mais d'Augustin. Augustin, le revoici à l'aile gauche, il centre, mais on pense qu'Onis va marquer, non, il y avait là, Onis, il y avait deux séries, et finalement, ni Onis ni Dosevi n'ont pu se saisir de cette balle. C'était pourtant un très beau centre d'Augustin, peut-être pas assez rentré, mais ce n'est pas toujours facile. Et Bordeaux maintenant, Bordeaux qui attaque par Rohr. Vous voyez que les Bordelais qui ont joué très prudemment en deuxième période, tout de même attaquent par Rohr. Alors je vous signale que Trésor a été remplacé à la mi-temps, j'avais oublié, excusez-moi, par Ekheim. Alors Rohr maintenant est devenu libéraux, alors que Ekheim est stopper. Et voici Tour qui attaque par le numéro 6, Basso. Et Tourangeau qui n'arrive pas à percer cette défense girondine. Ils font tourner la balle. Et on trouve toujours qui à gauche, bien qu'il ne soit pas lié gauche, entre ces milieux de terrain, Augustin qui centre sur la tête d'Onis. Non, ce n'est pas le but. Et de toute façon, Onis avait commis une faute sur Delaché. Et l'arbitre, M. Benali, a donc sifflé le coup franc. Nous atteignons maintenant la 66e minute avec une attaque, un départ de Solaire, le numéro 14, qui trouve son compère Fernandez, très actif au milieu du terrain. Les Bordelais maintenant qui opèrent en contre-attaque. Là nous avons vu Van Strelen. On cafouille un petit peu, on repart sur le côté gauche. Alors qu'à nouveau, moi, mes images c'est bon, j'espère que vous elles sont très bonnes. Et finalement on donne la balle à Solaire. Solaire qui tire, mais là je parle dans le noir, moi personnellement je n'ai pas d'image. Vous allez voir dans quelques instants, voilà l'image qui revient, la balle à Solaire qui pivote, qui tire, un magnifique tir dans la lucarne de Solaire, qui a été le meilleur joueur de la rencontre, Solaire, et Solaire qui permet donc à Bordeaux de l'emporter ici à Tours par 1-0, et vous allez entendre les interviews de Marius Trésor et des deux entraîneurs. Alors Marius Trésor, vous avez fait une excellente première mi-temps, et puis ensuite vous n'avez pas joué en deuxième. Que s'est-il passé? Disons que sur une intervention en première mi-temps, j'ai ressenti un coup sur le muscle de la cuisse, et ça m'a fait très mal. Et à partir de là, quand je suis arrivé dans les vestiaires, j'avais toutes les difficultés à plier la jambe. Donc avec Aimé Jacquet, on a préféré que je reste au vestiaire. Donc c'est pas une ancienne blessure qui s'est réveillée? Non, non, c'est une nouvelle. Et puis Bordeaux a gagné sans vous, donc à de bons remplaçants. Oui, je crois que depuis quelques temps, j'avais pas joué. L'équipe a quand même continué à garder la troisième place. Et aujourd'hui, ça a confirmé que c'est surtout le bloc bordelais qui fait honneur à la région. Donc c'est à nous de continuer dans cet objectif pour essayer de garder cette troisième place. Merci Marius. Alors Pierre Philippon, une défaite sur son terrain, évidemment, ce n'est pas très bon pour le FC Tours. Non, c'est pas très bon, d'autant plus qu'on avait fait un bon match dimanche dernier à Lille. Et je pense que ce soir encore, nous avons fait un très bon match et malheureusement, ça s'est soldé par une défaite. Et oui, sur une contre-attaque, mais tout de même pas trop déçu. Si, déçu par le résultat, pas par la manière dont mon équipe a joué, car je pense qu'on a fourni une très bonne partie et que le public a dû être content de la prestation qu'on a fait ce soir, devant une bonne équipe de Bordeaux qui, elle, joue une coupe européenne et je crois qu'elle va y arriver. Eh bien, merci Aimé Jacquet qui me donne d'ailleurs. Aimé Jacquet, lui, bien sûr, est un entraîneur heureux puisque Bordeaux gagne à l'extérieur. Alors vraiment, je crois que Bordeaux sont maintenant bien partis pour une coupe européenne. Écoutez, je pense qu'il faut quand même regarder les choses bien en face. Je dois dire que ce soir, Tours nous a posé d'énormes problèmes. Et je ne parlerai pas d'injustice, mais je pense que c'est une des meilleures équipes qui nous est autant, je dirais, inquiétés. Et c'est sur un contre, indiscutablement, que nous avons marqué ce but, qui était bienvenu, parce que la pression Tourangeau était extrême. Et je dois dire qu'à part la première mi-temps où nous avons fait vraiment jeu égal, la deuxième mi-temps me laisse encore un petit goût d'inachevé. J'espère que
nous allons rentrer plus vite dans le championnat, car nous avons encore quelques périodes qui ne sont pas toujours très très bonnes. En fait, 2 points à l'extérieur, c'est tout de même une excellente performance. Non, mais le résultat est indiscutablement positif. Il ne faut pas non plus jouer les faux modestes. Ce qu'il faut reconnaître, c'est qu'aujourd'hui, Tours a vraiment fait un match intense, avec un pressing énorme, et nous avons eu toutes les difficultés à nous sortir de cet étau. Et si le score nous est flatteur, je crois que c'est grâce à la solidarité du groupe, à la volonté de tous les joueurs bordelais qui ont voulu remporter cette victoire, ou surtout ne pas perdre sur ce terrain. Merci. Je pense que vous avez apprécié la sportivité d'Aimé Jacquet, égale à lui-même. Je vais vous rappeler les résultats si vous étiez sur les stades et que vous avez pris cette émission en cours. Les résultats donc de première division, bien entendu. Tours battu chez lui par Bordeaux, vous venez de le voir sans doute. Nantes vainqueur de 1, vous l'avez vu tout à l'heure. Lille battant Valenciennes 3-0, vous l'avez vu aussi au cours de cette émission. Monaco vainqueur de Strasbourg 3-1. Lens 2-2 avec Lyon. Metz et Paris Saint-Germain, pas de but. Laval 2, Angers 0, ce qui donne au classement Nantes premier avec 38 points. Deuxième Saint-Étienne 35, mais un match en moins. Troisième Bordeaux 34. Quatrième Monaco 31. Cinquième Lyon 28. Sixième Paris Saint-Germain 28. Septième Sochaux 25. Huitième Valenciennes 25. Neuvième Lens 24. Dixième Lille 24. Onzième Metz 24. Douzième Strasbourg 23. Treizième Nancy 21. Quatorzième Tours 20. 15e Bastia 20, 16e Auxerre 20, 17e Nice 19, 18e Angers 19, 19e Laval 18, enfin dernier, 20e Nîmes 16 points. Nous allons en venir maintenant à la rétrospective. Le premier match d'une sélection française a eu lieu le 11 avril 1903 à Paris, enfin c'est en tout cas celui que l'on considère comme le premier match international de l'équipe de France. Ce jour-là, les Français s'inclinèrent devant les Britanniques sur le score de 1-0, mais à l'époque, les Britanniques étaient les professeurs de ce jeu. Par la suite, la France a disputé par exemple la Coupe du Monde 1930, et nous allons commencer cette rétrospective en 1935 pour une raison très évidente, c'est que les images des matchs que nous avons retrouvés n'étaient pas d'une qualité exceptionnelle, loin s'en faut. Alors, bien entendu, ce n'est pas la peine de voir des images qui ne riment à rien, même si elles ont une petite valeur historique. Nous avons commencé en 1935 parce que là, les images deviennent évidentes. Enfin, c'est bien tourné et le produit est de qualité. Alors, nous allons commencer par un France-Suède qui a eu lieu en 1935, le 10 novembre. C'était au Parc des Princes. Il y avait 30 000 spectateurs. Et je vous donne comme ça la composition de l'équipe de France parce que beaucoup de ces joueurs sont là sûrement à l'écoute. Il y avait dans les buts Lens, il y avait Diagne, il y avait Matler, il y avait Gabrilargue, il y avait Verriest, Delfour, Moment Delfour qui nous regarde sûrement, Mercier, Chevat, Courtois, Ignace et Vagui. Voici, c'est notre rétrospective France-Suède 1935. C'est comme si vous y étiez. Le capitaine français Delfour à gauche offre un panion au capitaine de l'équipe suédoise. Dès le début, le jeu est animé. Mais rapidement, les Français en culotte blanche prennent le dessus. Un beau dégagement du gardien de but suédois, Bergqvist. Un corner voté par les Suédois, mais les Français dégagent. Français Courtois est touché, heureusement sans gravité. Un plongeon remarquable de Bergqvist. Une descente rapide des avants français, et c'est le premier but pour la France. De Lens, le goal français. Les buts suédois sont en danger, mais Bergqvist sauve une fois de plus. Deuxième but pour l'équipe de France qui remporte par 2-0 sa première grande victoire internationale de la saison. Voilà, ça se termine un peu sèchement, mais c'était le document d'époque, on ne peut rien rajouter, on ne peut rien faire. Vous en verrez comme
ça pendant de multiples émissions, puisque nous allons faire de 1935 à nos jours, bien entendu, vous l'aviez compris. Parmi les livres parus, et il en paraît beaucoup sur le football, nous en avons choisi un qui me paraît assez significatif et que je voudrais bien que l'on découvre à l'antenne, si c'est possible. C'est un livre sur Jean-François Larios, parce que depuis quelque temps, Jean-François Larios est sans doute l'un des tout premiers joueurs français. Alors, nos confrères Rodolphe Assolde et Bernard Pasquito lui ont consacré cet ouvrage intitulé Larios, la tornade, et édité chez Solar. À côté du footballeur que l'on connaît bien, on découvre l'homme généreux, lucide, équilibré, toutes les qualités qui transparaissent d'ailleurs sur le terrain. En conclusion, un livre de football, mais un livre humain. Je voudrais vous donner pour terminer les classements, le haut du classement, bien entendu, des deux groupes de deuxième division, pour vous dire que dans le groupe A, Montpellier est premier avec 30 points, 20 matchs joués. Deuxième, Béziers, 30 points, 21 matchs. Troisième, Toulouse, 29 points, 21 matchs. Dans le groupe B, premier, Brest, 31 points, 22 matchs. Deuxième, Thionville, 27 points, 22 matchs. Troisième, Rouen, 27 points, 22 matchs. Quatrième, Neux-les-Mines, 26 points, 21 matchs. C'est-à-dire en match en cours. Demain à 16h40, le service des sports de TF1 vous attend pour un sport première avec Michel Denisot au programme. Le saut à la perche à Vittel, le ski avec le Candard et les Français au Diableret, et puis du football avec Saint-Étienne-Auxerre, début bien entendu. Michel Denisot recevra en direct sur le plateau Guy Dru et Patrick Abada. Demain auront lieu en première division les matchs Saint-Étienne-Auxerre à 16h, Sochaux-Nancy à 15h, Nîmes-Nice à 15h. Voilà, dans quelques minutes, c'est-à-dire dans 11 minutes, ce sera l'anniversaire de Solange Petter. Je ne dirai pas quel âge il a, ça ne se fait pas. Et je vous dis bonsoir, en vous souhaitant une bonne soirée, en vous conseillant de suivre le journal qui suit, et en vous donnant rendez-vous samedi prochain, bien entendu, pour un téléfoot. Merci. Celle